Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle Mondoscopie. Nous sommes le 20 mai 2026. D'abord, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, de la commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et au Cercle des Amis de Paix et Guerre si vous voulez des contenus exclusifs en plus. Et bien sûr, n'oubliez pas Tipeee, vous savez que vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee. Plus nous sommes nombreux en tout cas, plus des partenaires sont enclins à nous suivre et plus je peux développer évidemment la chaîne et de nouveaux contenus. Bon. Et puis aussi, bien sûr, il y a le nouveau format Périscope, tous les dimanches à 18 h, 9 minutes, pour revenir sur l'actualité internationale de la semaine. Voilà. Donc c'est fait. Aujourd'hui, 3 points. Je vais vous parler de la poursuite du durcissement des positions russes vis-à-vis à la fois de l'Europe, de l'OTAN, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler le chaos de la guerre des drones. Deuxièmement, je parlerai un peu d'Iran, bien sûr, de là où nous en sommes, dans la mesure où on peut le savoir, c'est compliqué. Et enfin, du sommet, alors j'en ai déjà parlé sur Periscope, du sommet Trump-Xi Jinping, mais surtout du sommet Xi Jinping-Poutine, qui est en cours en fait, qui se termine et qui produit un certain nombre de résultats, certes assez attendus, mais néanmoins intéressants à suivre. Alors, premier point, l'escalade de l'OTAN face à Moscou, parce que c'est quand même vraiment un certain nombre de pays de l'OTAN. Suivez mon regard, c'est-à-dire les Baltes et les Polonais essentiellement, mais bien sûr, ça se passe avec et pour l'Ukraine, soi-disant, et bien sûr, quand on dit pour l'Ukraine, ça veut dire qu'elle a aussi d'autres parrains, peut-être plus opérants, que simplement les Baltes et les Polonais qui, en l'espèce, servent essentiellement de territoire que l'on traverse. Donc, il y a une escalade très claire, ça fait déjà des mois, et Moscou commence à en tirer les enseignements, je vous en ai déjà parlé, et à entrer dans un durcissement à la fois rhétorique, bien sûr, dans les déclarations des responsables russes, mais aussi dans un durcissement concret, militaire, et ça c'est beaucoup plus inquiétant et je trouve que ça devrait sérieusement nous inquiéter. Bon, en tout cas, on est dans une période dangereuse, on vient d'avoir là le ministre adjoint des Affaires étrangères, Ryabkov, qui prévient qu'il peut y avoir une guerre en Baltique possible, parce qu'il y a une montée des périls du point de vue russe. Donc on a vraiment l'impression que l'Alliance, indirectement, en fait, mais de manière assez méthodique et en tout cas continue, cherche les ennuis, en fait, cherche le choc avec la Russie et va finir par les trouver, ces ennuis. Je pense que si on ne s'arrête pas vite, ça va finir par mal se terminer et par risquer de déraper vraiment dangereusement. Et il n'est pas certain que les Américains seront là où certains s'imaginent qu'ils vont les trouver à leur secours. Il se dit que Dupont et Dupont, comme je les appelle, c'est-à-dire les émissaires américains, comment dirais-je, Jared Kushner et Steve Witkoff vont bientôt venir à Moscou. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi faire, hein? Parce qu'on ne voit pas très bien. Alors, soit il y a un véritable accord, véritablement quelque chose qui, derrière les façades se joue entre Moscou et Washington, enfin entre Moscou et la Maison-Blanche actuelle en tout cas, soit on ne voit pas très bien ce que ça peut produire, mais je ne demande qu'à être démenti. Ce qui est vrai, c'est que la Russie a exercé une forme de dissuasion très efficace vis-à-vis de Trump, vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis, par voie de conséquence, vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis des Européens, au moment de des fameuses célébrations du 9 mai à Moscou, et en amont donc de cette parade, de cette grande occasion très importante pour Vladimir Poutine, puisque c'est la célébration de la victoire de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu ce coup de fil de Vladimir Poutine à Donald Trump
sur le thème on se calme, calmez Zelensky, parce qu'il parle de lancer encore des salves de drones très importantes et de perturber cette parade. Et je vous préviens que si c'est le cas, il y aura des représailles sur les centres de pouvoir à Kiev. Et ça se passera très très mal pour l'Ukraine. Ça avait marché. Trump avait déclaré une espèce de pseudo-cessez-le-feu, comme vous vous en souvenez peut-être, et Zelensky n'a rien fait. Alors depuis, il s'est rattrapé, entre guillemets. Il y a eu, alors d'abord, il y a eu aussi des attaques russes de drones et de missiles sur un certain nombre de régions d'Ukraine. Et en représailles, mais en fait, il se pourrait bien que ce soit ce qu'il avait prévu pour le 9 mai qu'il a fait depuis, si vous voulez, après, il y a eu une vague importante, très importante même, de drones ukrainiens qui sont allés taper un peu partout en Russie. Bon. Donc, on voit que là, Poutine a fait ce qu'il fallait pour que le 9 mai ne soit pas perturbé. On se demande pourquoi il ne demande pas carrément à Donald Trump de débrancher Volodymyr Zelensky, qui est manifestement de plus en plus l'obstacle à un apaisement de ce conflit. Pourquoi Trump, d'ailleurs, ne le comprend-il pas tout seul? Est-ce que Poutine croit qu'à un moment donné, les Américains et le président américain va comprendre son intérêt aussi dans cette affaire? Ou bien est-ce qu'il croit qu'en continuant à accepter les provocations ukrainiennes jour après jour sur le territoire russe, qui n'ont pas grand effet pour l'instant, en tout cas, en ce qui concerne les dommages, si vous voulez, faits par ces drones, ça n'entame pas sa popularité. Ça, je n'en sais rien. Je n'en suis pas totalement certaine. Je pense que l'usure et le harcèlement, malgré tout, lorsqu'on n'y répond pas, lorsqu'on ne se fait pas respecter, il y a un moment où on passe pour faible, effectivement, ou pour un bluffeur, dont finalement les lignes rouges n'en sont pas. En tout cas, c'est un pari que fait le président russe, mais c'est un pari qui a ses limites, et il se dit, et il est clair, qu'il doit quand même infléchir cette ligne très diplomatique, très prudente vis-à-vis de l'OTAN. Et alors, il se dit aussi, et on le voit, que les États-Unis prennent leur distance par rapport à ce que font les Européens via l'Ukraine à la Russie. D'ailleurs, selon Reuters, les Américains parlent de réduire le format de leurs troupes dans l'OTAN en cas de crise, et étudient aussi d'ailleurs la façon dont ils pourraient réduire dans les faits la portée de ce fameux article 5, vous savez, l'article qui fait qu'il y a une obligation d'assistance militaire à l'un des États de l'OTAN s'il est attaqué. Et évidemment, plus les périls montent en Baltique et ailleurs, plus la probabilité à un moment donné d'une représaille russe, d'une réponse russe ou d'un coup de semonce même russe, comme le veulent certains en Russie, augmente. Donc voilà, mais on peut voir quand même que les Américains, d'une manière générale, cette administration envoie un message aux Européens de diverses façons, et aussi à la faveur de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'ils ont un peu autre chose à faire, les Américains, sur le thème, écoutez, les Européens, si vous voulez continuer à soi-disant défendre l'Europe contre la Russie, mais faites-le, assumez vos responsabilités, et aussi votre irresponsabilité. Voilà, parce que c'est ça, en fait, c'est un peu le cas de figure véritable. Pendant ce temps, les Européens, eux, se disputent pour savoir qui, si jamais c'était vraiment nécessaire, devrait négocier avec Vladimir Poutine. Et nous avons la responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas, qui explique que ça ne peut être qu'elle, que elle est l'interlocuteur naturel des Russes. Vous pensez bien qu'évidemment, à Moscou, ça fait doucement rire, sa crédibilité est à zéro, elle est en dessous du niveau de la mer. Mais quoi qu'il en soit, le durcissement russe est quand même là, il est indéniable. Les provocations ukrainiennes visent clairement à faire entrer à la faveur d'un incident de trop
l'OTAN en jeu contre Moscou parce que sinon c'est la fin des haricots un peu pour Kiev, pour le régime de Kiev, pas forcément pour le peuple ukrainien, mais pour le régime de Kiev certainement. On sait aussi que les affaires de corruption, et les Américains ne sont pas pour rien, contre Zelensky, sa femme, son entourage, continuent à nourrir le landerneau politique kievien, et surtout il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent forcément de savoir ce qui va leur arriver. Il y a eu aussi l'interview récente de l'ancienne porte-parole de Volodymyr Zelensky, et porte-parole et, comment dirais-je, militante, enfin, depuis 10 ans quasiment à ses côtés, hein, qui s'appelle Julia Mendel et qui a fini par jeter l'éponge et qui a fait une interview que je vous invite à regarder chez Tucker Carlson où elle explique la réalité du pouvoir de Kiev. Voilà. Et le fait qu'en fait, manifestement, d'après ce qu'elle dit, Volodymyr Zelensky est surtout préoccupé de nourrir la guerre. Tout ça est à la fois très brouillon et en même temps pas du tout orienté vers la recherche de la paix. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, tout ça probablement ne nous apprendra rien. En revanche, la guerre des drones, elle est intéressante à suivre. Bon, vous savez que les drones changent la dynamique du champ de bataille, l'art des opérations, etc., etc. Mais là, effectivement, les Ukrainiens qui avaient pris de l'avance, qui ont été rattrapés par les Russes depuis, malgré tout se servent vraiment des drones pour, dans cette tactique d'usure, justement, de la Russie, et multiplient les provocations. Alors, comment font-ils ? Eh bien, ils envoient des drones armés, qui traversent en fait des pays de l'OTAN, malgré tout. Alors, ça a été le cas en Finlande, c'est le cas en Lettonie, c'est le cas en Lituanie. Alors en Finlande, là, le 15 mai, on a quand même envoyé la population finlandaise aux abris à l'aube, le 15 mai à l'aube, hein, 4-5 heures du matin, jusqu'à 7-8 heures. Ils ont été obligés de ne plus sortir parce qu'il y avait des attaques de drones. Donc il y a eu plusieurs incidents depuis le mois de mars. Mais en fait, les autorités finlandaises sont prévenues. Donc elles autorisent ce survol de drones armés de leur territoire, de drones armés ukrainiens. Bon. Alors, elles ne le disent pas, mais ça se fait très probablement en les prévenant. Je vous rappelle que la Finlande est rentrée récemment dans l'OTAN avec la Suède. Elle a perdu sa neutralité, qui avait pourtant bien des vertus. Et maintenant, comme elle est un pays de l'OTAN, elle est frontalière, si vous voulez, de la Russie, et elle est en danger par ces provocations ukrainiennes. D'autant que certains drones qui sont passés par le territoire finlandais sont arrivés jusqu'en Russie. Donc les autorités finlandaises ont dû avouer que c'était des drones ukrainiens, hein, pas dire que c'était des drones russes, parce qu'elles ont quand même peur des réactions de Moscou. Elles ont essayé de dire que les Russes brouillaient les trajectoires de ces drones et qu'en fait, il n'était pas prévu qu'ils passent par leur territoire, etc., etc. Bon. Voilà, en tout cas, les Finlandais sont à mon avis en mauvaise posture et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de responsables finlandais qui se disent « mais qu'est-ce qui nous a pris de vouloir entrer dans l'OTAN ?» Voilà, ça nous a absolument pas, ça n'a pas renforcé le niveau en fait de sécurité, d'invulnérabilité de leur territoire, tout au contraire, forcément, vu la géographie. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de drones ukrainiens qui traversent les pays baltes aussi, et qui s'y écrasent, hein, notamment en Lettonie. Le gouvernement, la ministre des Finances et la première ministre ont dû démissionner. Les tensions montent. Et bon, même si il y a même eu aussi un problème avec la Pologne, il y a eu 2 morts en Pologne du fait d'un drone ukrainien, et ça provoque aussi des remous, en tout cas dans la population, et des protestations chez les Polonais. Mais malgré tout, si vous voulez, le narratif, c'est toujours le même, c'est de la faute des Russes, évidemment. Si ces drones cherchent à taper la Russie, même en passant par notre territoire, c'est de la faute des Russes, puisque les Russes sont attaqués, que donc les Ukrainiens doivent se défendre, etc. etc. Vous voyez, on atteint quand même des sommets
de folie, hein, de folie, d'hystérie même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où Poutine arrivait en Chine, c'est-à-dire hier, voilà, hier, ou même avant-hier, eh bien, donc il y avait des incursions, de nouvelles incursions en Lituanie, en Estonie. D'ailleurs, l'Estonie a fait tomber un drone ukrainien. Alors, il y a eu des grandes célébrations, etc. Sauf que c'est des drones ukrainiens. Ça pose quand même un problème. C'est bien, ça veut dire que les mécanismes de sécurité marchent, mais enfin, c'est des drones ukrainiens, là. Voilà, donc c'est un léger petit problème. C'est pas les Russes. Donc, ce qui se passe, en tout cas, c'est que ces drones, donc, ils ont plusieurs trajectoires possibles, hein, sur lesquelles les analystes font des hypothèses. Soit ça passe par la Biélorussie sans que celle-ci ne réagisse, puis la Lituanie, puis la Lettonie, et ça arrive, enfin ça vise Saint-Pétersbourg, en fait, la Russie, la région de Saint-Pétersbourg. Et donc ça contourne toutes les défenses russes le long de la frontière occidentale, si vous voulez. Ou bien ça contourne aussi la Biélorussie, ce qui à mon avis est plus probable, et ça passe par la Pologne, voilà, pour atteindre la Russie, enfin les balles, puis la Russie. On a aussi dit que l'Ukraine lançait peut-être ses drones à partir des côtes des États baltes, à partir de bateaux, si vous voulez, de containers qui seraient dans les eaux des États baltes. Bon, ça, ce serait aussi très embêtant. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça est extrêmement dangereux parce que ça pousse les Russes à comprendre que ce front-là aussi devient extrêmement actif et qu'il va falloir quand même prendre des mesures de réplique, de représailles. En plus, en Lettonie, par exemple, il y a un drone ukrainien qui a tapé un terminal pétrolier qui est maintenant fermé, hein, hors d'état d'opérer. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement letton est tombé, le ministre de la Défense aussi, parce que, en fait, manifestement, ils ont laissé faire quelque chose qui s'est révélé extrêmement préjudiciable à leur propre infrastructure énergétique, si vous voulez. Bon. Dans ce cadre-là, les services extérieurs de renseignement russe, ce qu'on appelle le SVR, ont émis un avertissement public, enfin urbi et orbi, si j'ose dire, en disant, en dénonçant les manœuvres ukrainiennes pour utiliser en fait la Lettonie comme base de lancement pour des drones, les visant, eux, les Russes. Bon. Et ils ont rappelé que les coordonnées des centres décisionnels en Lettonie étaient évidemment connues, que ce n'était pas parce que la Lettonie faisait partie de l'OTAN que ça la protégerait de mesures de représailles pour son soutien en fait à ce que les Russes considèrent des attaques terroristes vers leur territoire. Et que, bon, c'est bien, on a compris ce que veut faire Zelensky, c'est-à-dire montrer à ses parrains européens que les forces ukrainiennes sont toujours capables de se battre, qu'il faut donc continuer à les aider, à les financer, qu'elles peuvent toucher la Fédération de Russie, très bien, elles peuvent abîmer, si vous voulez, l'économie russe, mais que tout ça, évidemment, la Russie ne pouvait pas rester de marbre face à ce type d'attaque, et qu'il y avait donc une série de nouvelles attaques qui étaient en préparation pour taper en fait les arrières en fait de la Fédération de Russie, et que l'Ukraine n'avait pas l'intention d'ailleurs de se limiter à, si vous voulez, utiliser simplement les corridors d'aide que fournissent les États baltes, hein, pour les forces armées d'Ukraine, ce qui est une manière de dire aux Baltes, on sait très bien ce que vous faites déjà, mais qu'ils avaient l'intention en fait de lancer des drones depuis les territoires
de ces pays membres de l'OTAN. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est que les Russes expliquent que depuis déjà des mois et des mois, les pays qui aident l'Ukraine deviennent des cibles légitimes, deviennent eux-mêmes des cibles légitimes, et que certes peut-être les Ukrainiens essaieraient ou auraient en tête de se servir, de partir directement du territoire des États baltes pour leurs attaques, pour les rendre plus effectives, pour que la Russie ait moins le temps de répondre, etc. Mais que s'ils ont réussi à convaincre les autorités de Riga de faire ça, en fait, ils mettent en danger véritablement le pays parce qu'il y aura des représailles. Bon. Donc, et d'ailleurs, ils ont nommé, enfin ils ont listé toutes les bases lettonnes, Adasis, Selia, Lilvard, Daugavpils et Niekapils. Bon, et donc ils ont dit, en gros, on sait très bien ce que vous faites, on sait très bien d'où ça part, on sait très bien où ça va, on a toutes les coordonnées, donc on peut vous frapper quand on veut. En fait, en gros, c'est ça. Voilà, c'est ça le message russe, qui est quand même un message extrêmement inquiétant vis-à-vis d'un pays de l'OTAN, mais qui en même temps fait le choix de servir directement les actions de l'Ukraine. Bon. Donc tout ça c'est une ambiance, si vous voulez, c'est plus qu'une ambiance à mon avis. En plus, ça a été relayé par l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, qui a dit attention, il y aura des représailles, c'est pas parce que vous êtes membre de l'OTAN qu'on ne va rien faire. Bon, est-ce que c'est juste de la rhétorique? Est-ce que c'est du bluff, comme on le croit toujours? Oui, jusqu'à présent, c'est de la rhétorique. Est-ce que la Russie peut décider à un moment donné de guerre lasse de frapper en représailles un pays balte, par exemple? Bon, ça serait tellement grave et dangereux pour nous tous que ça paraît improbable malgré tout. Mais si jamais elle le faisait, que se passerait-il? C'est là que le facteur américain entre en ligne de compte, et c'est là que les Européens et les autres, d'ailleurs les Polonais, les Baltes, feraient bien de réfléchir avant de prêter leur espace aérien ou leur territoire pour ce type d'action ukrainienne. Est-ce que les Américains feraient quelque chose? Est-ce qu'il y aurait une réaction véritable de l'OTAN? On voit bien que les Américains, eux, ils sont un peu sur la reculade. Non seulement ils envisagent de réduire leur volume de force durant les crises disponibles pour l'OTAN, si vous voulez, pour des opérations OTAN, mais il y a cette affaire de l'article 5 dont on réfléchit à redéfinir en fait les limites. En tout cas, à Washington, on y réfléchit. Bon, alors évidemment, vous me direz tout ça, c'est de la propagande russe, certainement pas, les Ukrainiens n'ont pas l'intention de faire ça, les Lettons non plus, et évidemment, que ce soit Kiev ou que ce soit Riga, ils ont dit, mais pas du tout, c'est des mensonges, c'est de la propagande russe, on n'a pas du tout, nous, Lettons, l'intention de donner, de permettre à quelques pays que ce soit de traverser notre espace aérien pour lancer des attaques contre la Russie ou contre un autre pays. Bon, très bien. On peut espérer que c'est vrai, mais enfin, je pense que les avertissements quand même du SVR ne tombent pas comme ça à partir de rien. Et alors, on peut dire que c'est de l'intox, peut-être, mais on peut aussi penser que ça n'est pas faux et que juste, comme d'habitude, en montrant qu'ils sont au courant, les Russes essaient de déminer le problème et de faire avorter ce type de plan. Voilà, parce que moi, ça me semble assez probable. Donc, voilà où nous en sommes, surtout que pendant ce temps, eh bien, il y a quand même toujours des menaces, et notamment toujours des Baltes, notamment des Lituaniens, l'espace.
ministre des Affaires étrangères lituanien, qui explique qu'il faut que l'OTAN se mette en position pour pouvoir prendre Kaliningrad, vous savez, l'exclave russe, entre la Lituanie et la Pologne, et que voilà, cette petite forteresse-là de la Fédération de Russie en plein milieu de la Baltique, l'OTAN a tout à fait la capacité de briser les défenses aériennes russes et les bases de missiles russes en cas d'urgence. Voilà, de mettre tout ça par terre. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau en fait de tension et d'agressivité en fait de la part de l'Alliance et surtout maintenant des réponses russes qui sont beaucoup plus froides, si vous voulez, et qui peuvent aussi se traduire par d'autres types de gains en Ukraine. Je pense à Kiev, je pense à Odessa, je pense à Kharkov, où on sait que, a priori, l'intention initiale des forces russes, d'ailleurs l'intention initiale c'était juste le Donbass. Après on est passé aux 4 oblasts, mais évidemment si on part sur une tonalité aussi ouvertement belliqueuse, les Russes peuvent aussi décider de se lâcher la bride. Et c'est là que tous les mauvais calculs sur l'état de l'armée russe, sur ses capacités, sur le pourquoi de sa retenue, ont de lourdes conséquences. Parce que si on raisonne faux, et si on ne veut pas comprendre la réalité du rapport de force parce qu'il nous est défavorable et parce que ça nous humilie et parce que je ne sais quoi, eh bien en fait on se met en situation de prendre de très mauvaises décisions, comment dirais-je, qui peuvent paraître bravaches et courageuses, mais qui sont en fait très dangereuses pour nous, si vous voulez. Voilà, dans l'état, encore une fois, du rapport de force. Bon, je ne vous parle même pas de l'Allemagne qui explique qu'elle se prépare bien sûr à la guerre possible avec la Russie, qu'elle dit qu'elle va encore mettre 10 milliards pour développer une défense civile. Enfin, voilà, on est vraiment, on est quand même dans une situation compliquée. Vous avez Zelensky qui explique que la Russie veut prendre précisément Kiev et Odessa, ce qui n'est pas forcément faux, hein, parce qu'à force d'attendre pour faire un accord, les termes de l'accord changent. Hein. Moi, je pense que... Alors, Zelensky dit qu'il exigerait, dans le cadre d'un règlement, Kiev et Odessa. Moi, je pense qu'il n'a même pas besoin de les exiger. Il a juste besoin de se mettre en position de les prendre, et ça, c'est ce qu'il est en train de faire avec ses forces. Et de dire en gros à Washington, bon écoutez, soit vous arrêtez maintenant et vous faites sortir Zelensky du jeu et on discute sérieusement de choses sérieuses entre gens sérieux, soit effectivement nos opérations vont prendre une autre dimension. Voilà, et ça peut s'envisager d'ici l'été ou d'ici l'automne. Bon. Et enfin, dernier point, mais qui est quand même important à connaître, c'est que face à tout ça, face à toutes ces affaires, toutes ces attaques de drones ukrainiens, il y a un vrai durcissement très concret et qui se traduit par les toutes récentes manœuvres russo-biélorusses, enfin surtout russes, c'est-à-dire il y a un exercice des forces stratégiques russes pour se préparer à l'emploi de forces nucléaires face à une menace d'agression de la part de l'OTAN. Donc ça commence à devenir quand même extrêmement sérieux. Ça fait longtemps que je préviens, j'essaie d'expliquer qu'il y a quand même des éléments qui permettent de penser que on va trop loin, on va vraiment trop loin dans notre délire d'hostilité radicale face à Moscou. Mais là, il s'agit donc de mettre en position et de former et de répéter en fait des scénarios d'action, de mettre en position des unités, des formations qui servent des armements nucléaires et de les mettre en position, enfin, au plus haut stade d'alerte, juste avant
le lancement, en position de répondre. Donc il y a des munitions nucléaires qui sont destinées à armer des missiles Iskander. Il y a des brigades de missiliers qui sont sur le champ de bataille pour s'entraîner à charger, n'est-ce pas? Les charges, mettre les charges dans les missiles, etc., avant de les délivrer. En gros, c'est quand même pas un petit exercice, hein, c'est 64 000 personnels en tout, hein, pas tous combattants bien sûr, mais 64 000 personnels, 7 800 équipements lourds, 200 lanceurs de missiles, 140 avions, 73 bâtiments de surface, 13 sous-marins, dont 8 sous-marins stratégiques. Voilà, bon, ça donne une petite idée quand même de la mesure, de la surface des choses, voilà, de la surface donnée à cet exercice. Bon, je passe sans transition à mon deuxième point, parce que évidemment, ça va trop vite. Iran. Bon, Iran, on reste vraiment au bord du gouffre. Donald Trump est dans une impasse. Il vient encore de sortir un nouvel ultimatum. Il donne 2 ou 3 jours à l'Iran pour accepter en gros les termes d'une négociation, dont on ne sait pas s'ils ont évolué, mais ça m'étonnerait qu'ils aient évolué dans le sens des demandes iraniennes. Donc, c'est fort probable que ça capote. Vance, le vice-président américain, vient de dire que le Pentagone était prêt à frapper si les négociations n'aboutissaient pas. Voilà, il y a toujours des négociations malgré tout, grâce à l'intermédiation pakistanaise, à l'intermédiation turque, qui font pression sur Washington, grâce aussi, je pense, aux pressions des pays du Golfe, qui savent qu'ils vont en reprendre une dose et que ça n'est pas leur intérêt. En même temps, il y a des projets. Vous savez, le projet saoudien, j'en ai parlé dans Périscope, d'un accord régional de sécurité qui serait patronné par les Chinois, par les Russes, mais qui associerait l'Iran et les pays du Golfe dans une espèce d'assurance de non-agression mutuelle. Donc ça permettrait aux uns et aux autres d'avoir des craintes rabaissées. Bon, évidemment, ça ne va pas dans le sens d'Israël ou des accords d'Abraham ou de ce que souhaitent les Américains, évidemment. Mais bon, on sent quand même que, voilà, en tout cas, le Sénat américain, lui, il essaie de faire passer une résolution qui limiterait les pouvoirs de guerre du président. Hein, donc, on s'inquiète quand même de ce qu'il peut encore faire. Et donc, on va très très vite arriver là à l'issue de l'ultimatum. Du côté des Iraniens, manifestement, ils se préparent à devoir de nouveau se défendre contre une nouvelle salve de frappes et d'actions et d'opérations américaines, possiblement même au sol. Ils expliquent qu'ils ont appris leur leçon, qu'ils se sont renforcés, qu'ils vont ménager des surprises aux Américains. Enfin bref, il y a tout le tam-tam des grandes déclarations martiales d'un côté comme de l'autre, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que là encore, tant que les Américains voient la négociation comme une capitulation, c'est-à-dire comme une non-négociation finalement, du côté iranien, il est évident qu'après les milliers de morts qui ont été faits pendant les premiers 40 jours, là, le premier round, entre guillemets, de cette guerre, ils ne peuvent pas accepter non plus n'importe quoi, et même en matière d'enrichissement, les concessions qu'ils pourraient éventuellement faire n'ont rien à voir avec les exigences américaines. Et il ne faut pas oublier non plus que la frappe de décapitation initiale de la guerre en Iran, à mon avis, aura été l'erreur stratégique, probablement la plus lourde, avec des conséquences politiques lourdes, c'est-à-dire avec un rassemblement de la population autour du pouvoir qui le défend contre les frappes et qui a tué le leader suprême religieux des chiites iraniens et de la révolution, quel que soit le niveau de mécontentement social, économique ou même politique d'une partie de la population. Et ça, c'est quand même s'être mis en situation en fait d'avoir tout un peuple qui réagit et qui fait barrage en fait, qui fait mur face à un agresseur. C'est quand même voilà, on se rassemble rarement autour de celui qui vous envoie des bombes, si vous voulez, même si on est malheureux de les prendre sur la tête. Donc l'Iran
de mon point de vue, si on regarde un peu plus géopolitiquement, c'est quand même beaucoup plus que l'Ukraine, c'est le tombeau de l'Empire américain, en fait, de ce qu'il reste de l'Empire américain et de la prétention américaine à l'hégémonie. Voilà. Donc ça va prendre encore du temps, peut-être. Il y aura sans doute des péripéties, mais je pense que là, c'était vraiment la guerre de trop, et aussi la guerre de trop, très probablement, pour Israël. Mais là, c'est très difficile d'avoir les idées claires sur ce qui peut arriver à l'État hébreu, comment le pouvoir là-bas va évoluer, comment la population va faire vis-à-vis de Netanyahou, quel est l'intérêt d'Israël à l'échelle régionale. Là encore, je pense qu'on est tellement nourri de propagande et de simplification qu'on se trompe, à mon avis, dans beaucoup d'analyses qui ont pignon sur rue. Enfin, c'est comme ça. En tout cas, les États-Unis, avec cette guerre en Iran, ont fait la démonstration des limites de leur puissance. Pas seulement militaire, bien sûr, mais pas seulement militaire. Le roi est nu, quoi, si vous voulez. C'est là, en termes de discrédit mondial, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Alors, Vance, qui ménage peut-être la prochaine élection présidentielle, ou qui est chargé peut-être par Trump de faire des déclarations qui permettent à Trump une porte de sortie, parce que c'est toujours le même problème. Il faut qu'il ait une porte de sortie. Et il faut que les Iraniens lui permettent aussi d'avoir une porte de sortie, mais il faut qu'il ait envie de se sauver lui-même, si vous voulez. C'est ça le problème, et qu'il puisse le faire. Et qu'il puisse résister aussi aux pressions qui, au Pentagone et ailleurs, s'exercent très fortement sur lui pour y aller malgré tout, même si on sait que ce sera... Vous voulez, il y a ceux qui croient que ça peut marcher, et il y a ceux qui savent que ça ne marchera pas, mais qui considèrent qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer malgré tout d'écraser l'Iran. Bon. Vance, donc, J.D. Vance, vient de dire que les États-Unis, en fait, n'avaient plus vraiment envie de prendre l'uranium iranien avec eux, et que les Iraniens, d'ailleurs, non plus, n'avaient pas franchement envie de le confier aux Américains. Envie de lui dire, tu parles Charles, quoi. Je veux dire, oui, c'est sûr qu'ils n'ont aucune envie de te donner leur uranium. C'est enfantin, enfin, c'est des déclarations, moi, que je trouve à un niveau sidérant d'indigence intellectuelle, quoi, d'incompréhension complète de la situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle on s'est mis, ce que lui a rappelé le président chinois lorsqu'il a rencontré Donald Trump. Il lui a quand même dit, écoutez, moi je veux bien vous aider, mais enfin, vous avez voulu cette guerre, vous l'avez eue, vous êtes en train de la perdre, vous voulez que je vous aide en faisant pression sur l'Iran, mais l'Iran est agressé, vous bloquez Hormuz, c'est vous qui bloquez, soi-disant, pour le bien de l'humanité, n'est-ce pas, le détroit d'Ormuz. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire entrer le monde, et notamment occidental, dans une spirale de récession terrible. Voilà, vous avez créé votre problème, quoi. Vous avez créé le problème, sauf que vous entraînez tous les autres avec vous et vous espérez que je vais vous sauver. Quel est mon intérêt là-dedans? Bon. Et j'en viens donc au troisième point, le sommet. Donc il y a eu le sommet Trump-Xi Jinping, donc vous avez compris, il est reparti avec quasiment rien. J'en ai parlé sur Periscope, vous pouvez le retrouver. Et là, on a bien vu que la bascule du monde, là, c'est plus simplement ce que je raconte depuis 10 ans. Là, c'était en grand, en large, en évident. Mais moi, je veux surtout vous parler du sommet, là, qui se termine entre Poutine et Xi Jinping. Et là, on voit bien que, ça va être très, très compliqué, voire impossible, en fait, comme dans les fantasmes américains les plus fous, n'est-ce pas, de découpler ces deux-là. Non, c'est une forme de couple. Encore une fois, je ne parle pas d'amour, hein. Je parle de respect, je parle certainement d'estime réciproque très forte, mais je parle bien sûr d'intérêt commun extrêmement lourd, et d'autant plus lourd que Trump bloque Hormuz.
si vous voulez, parce que la Russie ne s'est pas privée, là, pendant cette visite, donc Vladimir Poutine ne s'est pas privé de dire que la Russie était un pays extrêmement riche en matière de gaz, de pétrole et de toutes sortes de choses, et qu'il était entièrement d'accord et heureux d'être le moteur de la croissance chinoise très importante et d'apporter fiabilité, sécurité dans les approvisionnements énergétiques, etc., à son ami chinois. Actuellement, je crois que la Russie fournit 47%, non plutôt, la Chine achète 47% du pétrole russe produit. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Ensuite, ils ont fait des... Donc Xi Jinping, lui, il a dit la Chine et la Russie doivent être l'une pour l'autre un bastion stratégique, une forme de forteresse qui fait bloc face au reste. Donc c'est fini, le fantasme du découplage, il a vécu, il est mort. Voilà. Bon, ils ont fait une déclaration commune sur l'établissement d'un monde multipolaire, la nécessité de revenir à la Charte des Nations Unies, que je pense les Américains enterrent un peu vite, et certains de leurs alliés aussi. Ils ont parlé aussi de la réforme, de l'évolution des BRICS, et notamment, il se dit que la banque des BRICS, vous savez, qui est dirigée par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne, doit être réformée, n'est pas assez efficace, etc. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se passer dans ce domaine-là. Et ce domaine-là, c'est celui de la monnaie, c'est donc celui de la lutte contre le dollar et ce qui lui reste de suprématie. C'est la coordination des approches et des politiques en matière de conversion des échanges, si vous voulez, russo-chinois en yuan et en rouble. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui certainement se sont dites, et je pense qu'ils ont aussi beaucoup parlé d'Iran, et aussi parlé d'Ukraine d'ailleurs. Je pense que dans la région du Moyen-Orient, il y a quand même un certain nombre d'États, et je regarde essentiellement les Saoudiens, qui comprennent que voilà, il faut tenir compte en fait de cette nouvelle réalité mondiale stratégique, de ce basculement de la puissance. Malgré tout, ça ne veut pas dire que l'Amérique ne devient rien. Ça veut dire que ça n'est plus aussi simple. Voilà. Et qu'il faut en tenir compte et qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qu'il faut rechercher sans doute à s'intégrer dans le type d'initiatives qu'ont en tête les Russes et les Chinois, qui sont des initiatives de stabilité régionale, comme Poutine voulait le faire à l'échelle européenne, mais évidemment, il n'y a pas d'interlocuteur, donc ça tombe à l'eau pour l'instant. Mais au Moyen-Orient, il est évident qu'il faut trouver une alternative à la fracturation perpétuelle de la région. Voilà, si on veut qu'elle se développe, si on veut qu'il y ait une forme de sécurité, ça n'est évidemment ni la politique américaine, ni la politique israélienne, qui sont des politiques en fait si vous voulez, qui partent d'une géographie mentale, morale, et qui finissent par vous expliquer que les États, finalement, c'est beaucoup mieux de les morceler que de les garder souverains, parce qu'ils sont tellement... comment dirais-je, orienté vers la destruction d'Israël ou du développement ou de la démocratie ou de je ne sais quoi, qu'il est légitime, à défaut d'être légal, de rechercher leur fragmentation. Je pense que ça, voilà, de ce point de vue-là, la guerre d'Iran aussi remet les choses un peu en place. Alors, ce n'est pas fini. Peut-être que les affrontements vont reprendre. Je ne le souhaite pas, évidemment, pour les Iraniens en premier lieu et pour toutes les victimes collatérales qu'il y aura partout dans la région, et aussi pour l'économie mondiale, évidemment. Mais on va voir ce qu'il en est. Voilà, comme vous le savez, je ne suis pas Madame Soleil. Donc, il y a aussi une part de conjecture dans mes réflexions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée. Merci encore une fois, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, soutenez-nous, regardez Périscope, les clés du monde vendredi pour les membres du cercle. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mondoscopie. À très vite, chers amis. Au revoir, bonne soirée.